Vas-y, parle, Freemae. Bonsoir. Tu m'entends, Ben? Suspense. Quel suspense. Bonsoir, Jarkal. Bonsoir, bonsoir. Alors, Freemae, je vais t'envoyer un lien pour qu'on puisse aller sur le Miro. Eh bien, Et on va créer ensemble deux personnages. Pour ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez participer, on fait un truc un peu interactif, un peu what the fuck. Je trouve ça plutôt cool. Je peux vous partager en fait un lien Miro et puis on va créer des personnages ensemble. Donc si ça vous intéresse, dites-le dans le chat. Euh, Ça vous montrera un petit peu en fait comment on va orienter la création de personnages dans Imperium 5 et dans la mécanique en général d'Imperium au-delà d'Imperium 5. Parce qu'il y a Imperium 5 mais il y a aussi tout le reste, tous les autres univers. Donc je vais... Ok. Alors c'est juste au-dessus. Ça. Tiens, tu as disparu de mon Miro. j'ai dû réapparaître, en fait. Ça m'a projeté dans Edge, donc je me suis remis sous Chrome. Ah, Question de confort pour moi, enfin. je comprends. Alors, normalement à l'écran, vous pouvez voir deux feuilles de personnages. Pour l'instant, elles sont déjà pré-remplies, mais on va les vider progressivement. Euh, Si vous souhaitez participer, vous n'hésitez pas. Bonsoir, Fletch. Suspense, que se passe-t-il? Là, je vais. Ça, vous allez- Donc, tu me dis, Imae, dès que tu es en situation. Ah bon. Bien, c'est tout bon? Ah ouais, t'es sur le bureau? Oui, oui, je vois OBA Édition qui bouge. Je vois D'accord. Ah, une c'est... grande carte mentale et des fiches au-dessus et des D'accord. images sur ma gauche. Ok, parce que moi je ne te vois pas sur Ah, le... je peux faire une blague, t'es peut-être Miro, mais Ah c'est ah pas drôle. ah. Alors c'est au-dessus de l'encadré de la frame 1. Et Tu as normalement deux petites fiches de perso. J'ai isolé un peu. En fait, je C'est-à-dire... suis sur le Miro, je vois tout ce que tu fais, mais je n'étais pas connectée. C'est OK, Ah, c'est tout bon. ok, Là, normalement, tu voilà. dois me voir. Exactement. Nickel, Donc je vais te propulser en direction des feuilles de perso. Voilà. très bien. Donc tu vas prendre la feuille de perso de droite. Je vais prendre la feuille de perso de gauche. D'accord? Donc pour l'instant, si on zoome sur ta feuille de personnage, là en fait on a Aeryn. On a la feuille de personnage intérieure. Donc elle est divisée, on va le regarder un petit peu, elle est divisée en deux parties. Première partie qui est dite mécanique, deuxième partie qui est dite narrative. D'accord? Donc première partie, celle qui va nous intéresser, la partie narrative, on s'en occupera un petit peu plus tard. Euh, je vais basculer pendant quelques instants et je vais vous expliquer un petit peu une feuille de personnage en général concernant nos pré-tirés, euh, celles que vous pouvez retrouver dans le kit ou bien que vous pouvez récupérer sur le site web. Donc je vais faire une transition exceptionnelle sur OBS. Voilà. Donc là actuellement vous avez devant vous en fait la feuille de personnage de Jorun. Jorun est un personnage pré-tiré. Euh, il, euh, il possède un archétype et il possède ce qu'on appelle aussi un rôle.
l'ensemble des informations et des descriptions de chacun des personnages en fait sont en vidéo et ils vont être accessibles dans une playlist. Ça va vous aider en fait pour le futur scénario qui va être publié dans pas trop longtemps, j'espère. Euh, mais je me suis dit, en fait, on en a discuté avec différentes personnes, et Freemail a été intéressé de participer en fait à la création d'un personnage. C'est-à-dire que là actuellement en fait vous avez les pré-tirés, mais peut-être que vos personnages, vos joueurs, vos joueuses souhaiteraient un petit peu personnaliser et avoir leur propre personnage. Donc je me suis dit que à partir de ce moment-là, on pouvait faire une petite création de personnage ensemble, que vous puissiez un petit peu comprendre, parce que au final, ce n'est pas si compliqué que ça de créer un personnage dans Imperium. Ce qui est un tout petit peu plus compliqué, et ce qui va être développé dans la mécanique livre de base, ça va être réellement en fait la création d'une entente complète et puis intégrer des secrets, intégrer les, les, euh, les souvenirs quantiques, etc., etc. Mais en soi, ajuster un petit peu son personnage, c'est extrêmement simple dans Imperium. Voilà. Euh, donc on va retourner avec une transition exceptionnelle digne des plus grands réalisateurs. On va passer sur le Miro. Alors, sur le Miro, eh bien, euh, on va faire un petit tour de ta feuille de personnage, Imae. D'accord. Donc, sur la partie gauche de ta feuille de personnage, donc sur la partie mécanique, on va retrouver l'ensemble des blocs. Donc, vous me dites sur le live, et puis pareil, hein, tu peux me dire, si tu as besoin, que je décrive un petit peu ces différents blocs. Voilà. Euh, OK. et si s'il n'y a pas de questions là-dessus, bah, je vais passer rapidement sur chacun des blocs et je vais expliquer un petit peu à quoi ils servent. Donc grosso modo, on a le bloc qui est plutôt de couleur un peu marron, un peu gris, qui est composé en fait de l'âme et de l'association qui est l'archétype. Ces blocs-là en fait vont vous permettre de déterminer le nombre de dés dans votre main. D'accord. Et ils vont répondre aux besoins euh, ils vont répondre à la question de comment je fais pour résoudre, quelle est mon intention, quel est mon objectif pour résoudre une situation. Donc on a 6 cohésion, brutalité, dynamisme, autorité, simulacre, savoir, créativité. Ils vont avoir une valeur qui va aller de 2 et potentiellement ils peuvent aller jusqu'à 6. Voilà. Au-delà, la mécanique du jeu en fait n'est pas faite pour aller au-delà et d'ailleurs ça n'a pas de sens on aille au-delà. Euh, Dans la partie verte, se trouve légèrement en dessous, on a en fait ce qu'on appelle le bloc paradigme et résolution. Euh, à chaque fois qu'on lance un dé dans Imperium, si le dé fait 2 ou moins, donc si on obtient un 1 et un 2, ça devient en fait une unité narrative. Euh, et on peut en fait se surpasser, plier la réalité à sa volonté en imposant ses propres paradigmes, sa propre vision du monde. Et donc la valeur du paradigme va venir remplacer le seuil. Si je prends humanité, eh bien humanité est une valeur de 3, donc il va me permettre de remplacer la valeur de 2 du seuil, et donc le seuil vient à ce moment-là pour ma scène égal à 3. Donc tout dé qui va faire 3 ou moins sera à ce moment-là une unité narrative. D'accord. Voilà, donc ça c'est le principe. Euh, Comment se construit en fait un personnage d'un point de vue purement mécanique et ce qui va être proposé au final dans le livre de base. Vous n'allez pas acheter caractéristiques. On va vous donner en fait des valeurs à mettre et à placer comme vous le souhaitez. Donc, on a deux types actuellement de valeurs. On a ce qu'on appelle les valeurs dites équilibrées et les valeurs dites déséquilibrées. D'accord. Déjà, vous avez un choix à faire en tant que joueur. Euh,
et donc je te propose de faire ce choix-là. Donc les D'accord. valeurs équilibrées, on va commencer par les valeurs déséquilibrées puisqu'on les a devant nos yeux. Les valeurs OK. déséquilibrées sont celles-là. D'accord. Donc en fait, on va vous donner une série de valeurs et ça va être obligatoirement un 2, obligatoirement un 5, et ensuite on va avoir deux valeurs qui seront à 3 et deux valeurs qui seront à 4, que vous pouvez ajuster, déplacer et, et définir comme vous le souhaitez. D'accord. Donc ce que En je vais faire sur ta feuille de personnage, c'est que je vais virer les, OK. les valeurs, et donc selon ta sensibilité, selon ce que tu connais d'Imperium, potentiellement en fait on va les répartir. Donc on part du principe qu'au moment où la répartition va commencer à se faire, vous avez déjà joué en fait une espèce de session 0. D'accord. Donc ça vous OK. donne déjà une manière de maîtriser votre personnage. Voilà. Donc là en fait tout simplement tu as ces valeurs-là à répartir dans tes âmes. Ça c'est les valeurs en fait dites déséquilibrées. OK. Donc au On a final, ça, tout le monde les a au démarrage? C'est-à-dire que tout le monde va construire sa fiche avec ces valeurs-là? exactement. Alors on a Bien. aussi en fait ce qu'on appelle les valeurs équilibrées. D'accord. Donc les valeurs équilibrées en fait ils sont beaucoup euh, plus simples. Ça donne un personnage évidemment beaucoup plus équilibré, comme tu peux le voir. Ouais. Donc à la création du personnage, il faudra faire un premier choix. Est-ce que je veux des âmes équilibrées? À ce moment-là, j'ai trois valeurs qui sont à 3, trois valeurs qui sont à 4. D'accord. Je fais d'abord ce premier choix. Ou est-ce que je veux que mes âmes soient déséquilibrées? Donc, j'ai une valeur très haute, une valeur très basse, et le reste est dans la moyenne. Donc ton premier choix en tant que créatrice de personnage va être de décider si tu veux avoir un personnage équilibré ou un personnage déséquilibré. Qu'est-ce que tu fais comme choix? OK. Eh ben, moi, j'ai envie de faire participer le chat au pire. C'est le chat qui choisit si je suis équilibré ou déséquilibré. On parle du personnage. Humour. Oui, Bon, on parle du personnage, hein, j'ai bien exactement. précisé. Très bien. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que, en fait, Freemae va partir sur un personnage équilibré ou un personnage déséquilibré? N'hésitez pas à réagir sur le chat. Ok. Donc, Jarkal préfère l'équilibre. Ok. Très bien. Donc, est-ce que Pledge, Ben, une déséquilibriste? Oh, tu vois, là, pour l'instant, on est à égalité, Freemae. Euh, Ça va être, il faudrait que Ben ou que une des personnes encore dans le chat puisse Tranché. nous exactement faire pencher la balance. Là, je vois qu'on a, oula, Ben Ouais, déséquilibré. Très ils me bien. connaissent bien, hein. Ok. On passe trop de temps ensemble. Ok. Donc, quelle est ta décision finale? Parce que, ah bah, Mattel, je ne sais pas si je prononce correctement ton Mattei? Mattei, c'est un i? Ouais, Ah, ok, Mattei. Ouais, c'est Mattei. un i. Donc, pareil, il penche pour déséquilibré. Donc, est-ce que tu acceptes le C'était choix de la table? Puisque c'est ça qui est complètement important. parce que c'est tout ce que je voulais faire, donc Ok. aucun problème, on part sur des équilibrés, ça me va très bien. Donc, à partir de ce moment-là, bah, hop, on vire les valeurs, les valeurs équilibrées. Et donc, tu vas répartir ton personnage. Donc là, évidemment, on n'a pas de contexte. On n'a pas fait notre session 0, etc. Donc, ça va Mmh. être totalement un peu abstrait. Donc, brutalité, dynamisme, c'est une manière d'être. D'accord. OK, Brutalité ne veut pas dire que tu es forte physiquement. C'est juste que tu as un très bien. comportement qui est plutôt brutal. Euh, Pas nécessairement maladroite, mais plutôt brutale. Dynamisme, tu es plutôt un peu dans la subtilité, dans des mouvements plus fluides, euh, dans un comportement plus fin. D'accord. Mmh. Autorité, c'est ta manière de te comporter envers les autres.
au moment où tu vas parler à quelqu'un, tu vas t'exprimer auprès d'une foule ou par rapport à un objet, d'accord? Parce qu'on est dans Imperium, donc en fait tu peux Mmh. aussi imposer ton autorité sur des objets, sur de l'électronique. Tu vas le faire de façon autoritaire, tu vas donner des ordres, tu vas donner des consignes très claires. Voilà. Simulacre, bah, en fait, c'est quasiment un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que tu vas jouer un rôle, orienter les choses, manipuler. Euh, donc tu n'es pas dans la contrainte, parce que contraindre, ce serait plutôt de l'autorité. Là, tu es plus en fait véritablement dans la subtilité verbale et l'interaction avec les gens. D'accord. Le OK. savoir, c'est ta connaissance brute. C'est que tu connais, tu maîtrises, rationalises les choses, les tenants, les aboutissants. Euh, Tu sais ce que cela peut impacter. La créativité, tu es dans le what the fuck le plus total. Tu prends un chewing-gum, euh, tu sais que le chewing-gum peut potentiellement en fait te permettre de coller un verre contre un plateau, ce qui fait que quand la personne va essayer de tirer le verre pour le boire, bah en fait ça va renverser le plateau sur la nana qui est juste à côté, qui va commencer à s'engueuler avec son mari, et ça va attirer l'attention du garde que tu voulais, dont tu voulais en fait attirer l'attention et l'éloigner de la porte. D'accord. Ça, c'est de la pure OK. créativité. Ok. OK. Et donc, ça peut s'appliquer au combat, ça peut s'appliquer à, à du hacking. Voilà. Donc, en fait, c'est plus l'intention de faire une action d'une certaine manière, plus que des caractéristiques au sens propre. OK. Et à partir de là, bah, tu crées ton personnage. Tu crées des âmes. D'accord. Je vais mettre 5 en dynamisme. Je t'en prie, tu peux déplacer. Les Dans... valeurs, alors, hop, Voilà. 5 en dynamisme, hop. Je vais mettre, 4 en créativité. Alors, je me permets, pendant que tu fais ta répartition, j'explique, ce sont des déduites. Donc, on part du principe que toute action de type dynamique va permettre à Freemae d'avoir par défaut 5 dés à lancer. L'objectif étant, avec au moins un de ces dés, d'obtenir 2 ou moins. Et 5 dés, j'ai pas les statistiques exactes en tête, mais on est entre 75 et 83% de chances d'obtenir au moins une unité narrative. Donc en fait, elle peut rentrer dans une narration suite en fait à l'énoncé de ce qu'elle voulait faire. Est-ce que dans le chat, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous auriez réparti ça peut-être différemment? Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, je vous partage le lien du Miro et je peux vous coller un personnage que vous pouvez qui est à votre volonté. D'accord. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Moi, tel que je le conçois, en tant que créateur du jeu et en tant que meneur d'Imperium 5, je vois une personne qui est plutôt dans la subtilité, qui est plutôt en retrait au niveau de son comportement physique, ce qui fait que je ne vais pas m'attendre à ce que, sauf dans des circonstances très particulières, le personnage de Freemae euh, aille frontalement face aux personnes. Ce qui m'est confirmé un peu, ça fait vraiment de la psychologie à bas étage, mais au final c'est ça. Ça m'est confirmé aussi par le fait que, bah, en fait, au niveau de son autorité, elle est aussi un petit peu en retrait, pas trop, mais un petit peu. Donc effectivement, elle sera plus en fait dans un comportement un peu plus fluide, un peu plus euh, réfléchi. Elle sera subtile. Et elle sera subtile, exactement. Et puis, bah, en fait, c'est encore confirmé par son côté mental, c'est-à-dire que au lieu de peut-être parler directement à la personne, elle va essayer de s'imaginer des situations dans lesquelles, en fait, la personne face à elle va la considérer de façon plutôt positive. Elle a préféré mettre en avant la créativité par rapport au savoir. Donc, il n'y a pas de notion d'intelligence, il n'y a pas de notion d'agile, etc., etc. Ces notions-là, potentiellement, pourront être portées par d'autres éléments sur la fiche de personnage. Très bien. Donc, mais on a besoin de certaines valeurs. On a besoin de quantifier.
même dans Imperium, et on a besoin de ce qu'on appelle des cohésions, donc des points de vie. Il y a 3 types de points de vie, il y a les points de vie physiques, les points de vie sociaux et les points de vie mentaux. Euh, Au moment où un adversaire ou une situation va vous générer du stress, va vous générer des dégâts, le meneur va vous dire, bah, en fait, vous allez perdre des points de cohésion. Donc les points de cohésion, c'est véritablement que des indicateurs assez légers, c'est des petites égratignures. Voilà. Alors que quand le meneur va vous dire, oulala, là là, tu viens de perdre des points de rupture, là, c'est des blessures graves. Donc comment on calcule les points de cohésion? Eh bien, en fait, il y a une règle qui est simple, qui pourra varier avec le livre de base, et que vous pouvez aussi faire varier. Quand je fais du super-héros avec Imperium, le calcul est différent de la version Imperium 5, et quand je fais du steampunk dans Imperium 4, la valeur de calcul est aussi différente. Donc là, en fait, vos points de cohésion vont être égaux à... euh, donc pour le parti physique, ça va être brutalité plus dynamisme plus 3. D'accord? Pour social, c'est autorité plus simulacre plus 3. Pour mental, c'est savoir plus créativité plus 3. D'accord? Donc si on regarde, nous avons 10 pour physique, logique, ça correspond. Nous avons 7 plus 3, 10 en social. Et en mental, nous avons 7 plus 3, 10 en mental. Bon, si vous avez des questions sur comment je peux perdre des points de vie sociaux, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça correspond, vous n'hésitez pas. Je vais pas nécessairement rentrer dans le détail. Enfin, Frémae, si tu as des questions, c'est pareil, n'hésite pas à me... Non, non, ça va pour l'instant. Voilà. Donc, évidemment, la valeur qui est ici est adaptée, puisque tu as, pour l'instant, tu n'as pas perdu de points de cohésion, il n'y a pas de petites égratignures, euh, d'égratignures sociales, ni d'égratignures physiques. Et voilà. Donc là, tu viens de créer, en fait, le bloc d'âme de ton personnage. D'accord? Quand Mmh. les points de cohésion arrivent à 0, ici, automatiquement, je coche une case. Donc j'ai une rupture. Et à chaque fois que je vais faire une action physique, j'enlève 1 à mon pool de dés. D'accord? Et la valeur de la cohésion remonte à 10. D'accord? Si à nouveau je perds 10 points de cohésion, je retombe à 0, je fais une deuxième rupture. Donc évidemment, on est dans un jeu plutôt narratif, enfin un jeu, en fait on est dans un jeu de rôle. Donc à chaque fois, en fait, le meneur va vous demander, mais à quoi correspond ta rupture? Est-ce que tu as des os cassés? Est-ce que ton poumon est perforé? Évidemment, plus la rupture est importante, c'est-à-dire si j'ai une rupture à -2, elle sera plus importante que la rupture à -1. Et évidemment, si j'ai une rupture, troisième rupture, bah, c'est une rupture assez grave. D'accord? Donc, voilà, donc c'est assez important, faut le garder en tête. Pour finir, bah, il me reste 10 points de cohésion, j'ai coché tous mes points de rupture. À ce moment-là, si je tombe à 0, je suis mort. D'accord? Mais ça veut D'accord. pas dire grand-chose dans Imperium 5. C'est juste que ton personnage est totalement HS. Après, potentiellement, il pourrait être rebuild, si c'est possible. D'accord? Donc, on est dans un... Et c'est pour ça que je dis que le jeu est pulp, c'est que il y a énormément de ressources qui vont te permettre de ressentir en fait que ton personnage peut continuer à agir au-delà de ces blessures qui sont très importantes, qui sont impactantes pour lui. Euh, dans Imperium 4, jeu steampunk, déjà les points de cohésion sont plus petits. C'est uniquement l'addition euh, de brutalité et dynamisme. Donc tu n'aurais que 7 points de cohésion. D'autre part, tu ne peux perdre que 2 ruptures. D'accord? D'accord. Mmh. Et dans Imperium 4, il n'y a pas de rebuild. Donc quand ton personnage tombe à 0,
qu'il a 2 ruptures qui sont déjà consommées, il va mourir. OK. D'accord? Voilà. Donc tu peux, en tant que joueur et meneur, bah, tu peux faire varier ça. Tu peux aussi partir du principe que bah, en fait, tu as beaucoup de points de cohésion, comme dans un univers de super-héros. Par contre, en fait, tu as très peu de ruptures. Voilà. Tu peux vraiment faire fluctuer et le sentiment de survie peut changer. Donc là, on est dans Imperium 5, donc on reste sur cette mécanique classique. Mmh. Est-ce qu'il est Ma- possible de regagner des points de rupture? C'est une très En bonne gros, question. Oui, vas-y, continue. ouais, non, mais tu me dis très bonne question, mais ça me semble logique parce que du coup, si c'est aussi simple, enfin, que le but du jeu, il est narratif comme tu dis et tout, c'est quand même dommage de sentir la pression monter parce que tu as, par exemple, là, ton premier point de rupture et tu te dis: «Si j'en gagne un autre, je vais mourir». Donc le but, c'est d'annuler ces ruptures. Donc comment on peut faire pour ça? Ouais. Alors, donc, il y a Matei qui a posé à peu près le même type de question. Si, je crois que ouais, tu peux aussi le voir, donc je vais le dire. Donc, si on est au point de rupture -2, alors que le pool de dés le pool de dés à brutalité est à 0, tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux plus concevoir de résoudre une situation en étant brutal, tout simplement. OK. D'accord? À ce moment-là, en fait, tes seuls points d'action sur l'univers, c'est d'utiliser tes points de karma. D'accord? Tu vas consommer tes points de karma pour te permettre de lancer un dé dans cette condition-là. D'accord? OK. Euh, et c'est pour ça que le personnage déséquilibré, c'est le personnage type que je conseille, qu'on a testé, parce qu'en fait, tu peux avoir des défauts. Tu peux, à certains moments, en fait, avoir tellement de ruptures que tes propres caractéristiques, ton propre comportement est totalement changé et tu es obligé de résoudre une situation de façon totalement différente. Et ça pousse le joueur à changer son comportement et sa méthodologie de jeu. D'accord? C'est même plus intéressant finalement, puisqu'on en C'est est dans un JDR, donc de sortir de sa zone de confort, c'est beaucoup plus exactement, attractif. mais pour certains types de personnages, donc on le voit par exemple dans les pré-tirés, en fait Unid, je l'ai fait équilibrer. Parce qu'en fait, c'est un James Bond, c'est le gars un peu parfait. Ouais, L'Imperium Alpha l'a construit pour être parfait, équilibré, il est intelligent, il est beau, il est machin, il est truc, et voilà, etc., etc. Donc, d'un point de vue purement roleplay, il est préférable qu'il soit parfait, donc il est équilibré. D'accord? Mais c'est juste une petite liberté. Donc, pour répondre à ta question, les points de cohésion peuvent être récupérés en partie si la table décide de faire une pause. Donc là, en fait, ça nous mène. Je vais zoomer un petit peu. Alors, est-ce que je peux pas zoomer plus? On a en fait ici, on a en fait ce qu'on appelle une pause. C'est ce qu'on appelle un indicateur d'action. Potentiellement, on changera le nom dans le livre de base, mais pour l'instant, je l'appelle un indicateur d'action. Quand un des joueurs décide de mettre une pause, à ce moment-là, l'ensemble de la table est en pause. D'accord? Dans Donjons et Dragons, on a envie d'être en pause. À ce moment-là, on se regarde, on se dit, ok, on fait un feu de camp, on s'installe et on fait une pause. D'accord? Et à ce moment-là, si on est dans la 5e édition, on a un short rest, on a un long rest, etc., etc. Et bien là, en fait, c'est pas le meneur qui maîtrise la pause. C'est les joueurs autour de la table. D'accord? Ils vont dire, ok les gars, chacun d'entre nous, on a un point de pause. Là, je suis vraiment essoufflé, j'ai grillé toutes mes ressources. À ce moment-là, en fait, je vais consommer une pause et tout le monde en profite à ce moment-là. À partir de ce moment-là, en fait, on va permettre de récupérer des points de cohésion. On va permettre de récupérer ce qu'on appelle les paradigmes en dessous. D'accord? Et on a la possibilité, en fait, de faire du roleplay pour essayer de récupérer une rupture. D'accord? Les ruptures ne se récupèrent que s'il y a une pause qui a été consommée et qu'ici, en fait, on explique narrativement comment on a pu récupérer ce point de rupture. Je sais pas si ça répond à ta question, Freemay, concernant les, oui, ça les, les répond à points ma de cohésion. question. Voilà. Après, Mais il y du a coup, d'autres mécaniques qui. comment on récupère ces points de
Eh Puisque bien, si on consomme la pause, je pense que ça marche une fois dans la partie. Est-ce qu'à la partie suivante, c'est réinitialisé ou ça se à alors, la fin d'un scénario ou à la fin en fait, c'est à la fin d'un scénario, en fait, l'ensemble des indicateurs d'action sont resetés. D'accord? Donc là, s'il y a 5 personnes autour de la table, pendant mon scénario, j'ai 5 pauses. D'accord? Donc, première pause, c'est moi qui vais l'utiliser. Ça va me permettre de récupérer une rupture. Il y a d'autres mécaniques pour récupérer des ruptures, mais on va pas rentrer dans le détail actuellement. À la session d'après, on est toujours dans le même scénario. Tu décides d'utiliser une pause, d'accord? Donc à ce moment-là, tout le monde peut récupérer ses ruptures, enfin un point de rupture. Et donc si on est 5 autour de la table, en fait on a 5 pauses qu'on peut poser. D'accord? À la fin du scénario, tout est reset, on récupère tous nos indicateurs de rôle, de pause et d'aide. D'accord? La petite mécanique qui permet en fait de régénérer beaucoup plus de points de rupture, c'est tout simplement en fait griller des XP. Donc il faut que j'utilise une pause, et à ce moment-là, en fait, en utilisant un XP, je récupère une rupture supplémentaire. Est-ce que ça répond à ta question? Totalement disparu. Ah, bon, le micro est coupé. De ton côté, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Matei. Matei, pardon. Si c'est le cas, je vais poursuivre. J'ai l'impression que Matei a disparu. Tu n'es plus avec nous. Ah, tu es revenu. Je suis désolée, j'ai mon câble qui est en train de rendre l'âme. Bref. D'accord. Mais Alors, je vois que ouais, il y a Katana qui me pose des questions sur le Discord. Donc, il préfère les valeurs déséquilibrées. Donc, effectivement, bon, ça, c'est le choix de chacun et c'est le choix de la table. Hein. Par défaut, une table peut décider en fait qu'il n'y a que des valeurs déséquilibrées. Toute la table, bah en fait c'est la table. C'est-à-dire que si la table dit effectivement, bah en fait on a le choix entre équilibré et déséquilibré et chacun prend ce qu'il veut quand il crée son personnage, bah c'est le choix de la table. Si la table décide de dire bah non, en fait tout le monde va prendre une valeur déséquilibrée, bah voilà, ça s'impose. Donc voilà, vous avez cette liberté là, et on travaille sur des répartitions un petit peu différentes qu'on vous proposera qui seront optionnelles en fait. Euh, donc oui, c'est ça, c'est 75%. Donc l'objectif en fait, c'est ce que disait Katana, 5D c'est 75%, un peu plus de 75%. L'objectif c'est tout simplement de partir du principe qu'en fait si je lance un pool de 5D, je vais générer j'ai 75% de chance d'avoir au moins un peu de narration. D'accord? Ce qui fait que la répartition entre joueur et meneur, bah, en fait, est de 75-25. Pour donner un ordre d'idée au niveau de l'intention que j'ai donnée, c'est si le joueur prend la main, bah, en fait, il a 75% de chance de narrer exactement ce qu'il veut. Euh, Tout simplement. Donc là, en fait, on vient de finir la partie création des âmes. Évidemment, ça se fait en conjointement, en fait, au niveau de la session 0. La session 0 peut durer longtemps, ça peut être véritablement une aventure à part entière. Et c'est ce qu'on va vous proposer en fait dans le livre de base. D'accord? Et tant que l'aventure, la session 0 n'est pas terminée, vous pourrez à tout moment en fait reswitcher. Euh, alors, Ben nous dit un pool de 5D, ça ne fait rien de neuf. Très drôle. Euh, mais j'adore manger des œufs. J'espère que je n'ai pas choqué nos amis euh, qui n'apprécient pas les œufs. Donc, un des surtout éléments. que c'est une poule qui fait des 9, Bah oui. pas un poule. Donc
Ouais, Voilà. parce qu'un pool qui fait des 9, ça fait très très... C'est bizarre. Ouais. Alors, un des éléments fondateurs du personnage dans Imperium 5, c'est l'archétype. L'archétype, c'est quoi? C'est si on ne devait garder que ça dans un personnage, au final, en fait, c'est ce qu'il faudrait garder. Donc, je prends un exemple très simple. Vous avez, je présume, tous joué à Donjons et Dragons ou à un jeu médiéval fantastique. Si je vous dis je suis un prêtre nain des montagnes, d'accord, je suis sûr que tous, dans votre tête, vous avez la vision de ce personnage-là. Vous savez que peut-être je suis bourru, peut-être j'ai un gros accent. Vu que j'ai dit que c'était un nain et pas une naine, bah vous imaginez que j'ai une barbe. Potentiellement j'aurais dit une naine, vous auriez peut-être aussi imaginé que j'ai une barbe. Mais bon, ça, je vous laisserai... c'est à vous de, c'est à vous de voir. Vu que je suis prêtre, ça veut dire que je peux lancer des sorts. Potentiellement j'ai des symboles sur moi. Si on est dans Donjons et Dragons et que tout le monde joue à Donjons et Dragons, bah automatiquement un prêtre, on sait parfaitement qu'il peut porter une armure, qu'il ne doit pas faire couler le sang, donc en général on va favoriser une arme contendante, etc., etc. Et donc en fait en 3 mots, je suis un prêtre nain des montagnes. J'ai déjà défini mon personnage. D'accord? Qui dit nain dit bah je peux je sais me battre contre les goblinoïdes. Qui dit montagne dit bah, je peux survivre dans la montagne. Qui dit prêtre dit que je peux soigner, bénir, aider. D'accord? En fait, avec uniquement ces 3 mots, j'ai construit un personnage. Et donc, je peux partir, on pourrait faire une aventure uniquement avec ces mots-là. Donc, à partir de là, bah, si je dis bah, que je vais lancer un sort pour soigner mes camarades, en tant que meneur et toute la table va pas être surprise que je dise ça. C'est le principe de l'archétype dans Imperium 5. Dans Imperium 5, il faut que les gens comprennent ce qu'est l'archétype du personnage. Ouais, ouais, Jarkal, effectivement, une naine peut aussi avoir une barbe, mais ça, je suis pas un expert. Et je pense que je vais perdre la moitié de mes viewers sur Twitch. Je n'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux. Donc, je ne saurais le dire. Et d'ailleurs, c'est à chaque table de déterminer si les naines ont de la barbe, n'ont pas de barbe, s'il y a une différence entre nain et naine. C'est rien. Donc là, en fait, durant la session 0, ce qui va se passer, c'est que on va inviter l'ensemble de la table à commencer à réfléchir à son archétype. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des livrets de création de personnages basés sur des archétypes types. Donc les archétypes types dans Imperium, c'est le soldat, l'enquêteur, le diplomate, l'artiste et le scientifique. D'accord? Donc c'est des archétypes extrêmement classiques. Et à partir de là, en fait, on va dériver. Donc là, en fait, ce que je te propose, Frimae, c'est à la Mmh. place de archéo-hacker, Ouais. c'est de mettre un premier mot, une première information. Ça peut être, bah, en fait, je suis une voleuse, je suis un hacker, je suis un plombier, je suis un soldat, peu importe. Une première valeur Mmh, qui va définir en fait un peu ton personnage. ben, moi je voyais bien, une, une sorte de de MacGyver en fait. C'est pour ça que j'ai tout mis en dynamisme et en créativité. Ok, d'accord. Alors on va pas utiliser MacGyver parce que sinon Non, mais on va se faire j'arrive pas à striker. trouver, j'arrive Inventeur, pas à trouver. Ouais, inventeur. inventeur, Géo trouve tout, bricolo. Ah, On peut, bricolette, c'est marrant ça. Ouais, vas-y, bricolette. bricolette. Ok, bricolette. En fait, l'intérêt c'est pas d'inventer et de cataloguer l'ensemble des archétypes possibles dans Imperium. Ça n'a aucun sens. Ce qui est essentiel, c'est qu'au moment où tu dis bricolette, les X personnes autour de la table, à ce moment-là, ils vont te poser une question. Ils vont te poser des questions pour essayer de mieux identifier ton personnage. Ok, bricolette.
Ok, tu me dis que ça ressemble un peu à MacGyver, ça veut dire qu'en fait t'es plutôt technique, matériel, montage, ou est-ce que tu touches aussi plutôt à l'informatique, à l'électronique, ou c'est un petit peu un- un ensemble, tu vois? C'est un ensemble. Elle essaye de tout faire, mais elle fait tout de façon moyenne. Ok. Donc après, en fait, les gens autour de la table vont se poser des questions et te poseront des questions, tu vois, Ça pour marche. qu'ils puissent appréhender, comprendre en fait ce que toi tu imagines derrière ce mot. Avec ce mot, en fait, on va le garder tel quel. Mais on OK. va l'enrichir. Au fur et à mesure de la session zéro, on va l'enrichir. Donc potentiellement, on peut lui adjoindre des choses, euh, bricolette, euh, hacker, d'accord, ou euh, euh, ancienne scientifique devenue bricolette, d'accord. En fait, Mmh. l'archétype en soi, tu vas l'étendre au fur et à mesure, d'accord. Tu vas l'identifier au fur et à mesure de la session zéro. Et à partir d'un moment, en fait, on va tous tomber d'accord autour de la table et on va se dire, ok, bah là, on fige nos personnages. On en est OK. satisfait. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, on écrit la version finale de notre nom d'archétype. Mais comme on les a construits ensemble, on sait à quoi ça va correspondre. D'accord. Et donc, si je te vois sortir un flingue, genre une auto-mitrailleuse de 480 kilos et que tu commences à défourailler tout un escadron, ça me paraîtra totalement incohérent par rapport à ton personnage. Bien évidemment. Voilà. Et donc, bah en fait, tu arrives à établir au niveau de ton personnage ton archétype. D'accord. Et c'est ça l'archétype. Mmh. L'archétype et tout le bloc archétype, dès qu'il rentre en compte dans la narration, va donner un dé supplémentaire. D'accord. OK. C'est le principe. À quoi servent les spécialités et les familiarités? Les spécialités, c'est tout simplement quelque chose où tu es spécialisé, tu es experte dans un domaine qui appartient à ton archétype. D'accord. Mais tu l'as un peu approfondi. Par exemple, peut-être que tu es spécialisé dans la composition comment on appelle ça, de drones nanotechnologiques. D'accord. OK. Tu bricoles plein de trucs, etc. Mais en fait, ce que toi tu adores, tu es vraiment experte, c'est en fait dès qu'il s'agit en fait d'utiliser de la nanotechnologie pour fabriquer ou initier des espèces de petits drones que tu vas créer à quasiment à la volée ou que tu vas reprogrammer ou ce genre de choses. Voilà, c'est une de tes spécialités. D'accord. Et OK. donc, en fait, au fur et à mesure de la session zéro, on va remplir les spécialités. D'accord. Donc là, on va mettre par exemple nanodrone. Donc je l'ai créé à ta place, je suis désolé, ce que je ne dois pas faire puisque je n'ai pas mon personnage et je suis le meneur. Mais tu vas C'est pas rajouter en grave. fait ta spécialité. D'accord. OK. Si ta spécialité rentre en compte, évidemment, tu as ton dé supplémentaire. D'accord. Mais la spécialité va te donner un petit bonus. Elle va te permettre de réduire la valeur d'un dé de 1. On verra que OK. mécaniquement, ça a un petit avantage. D'accord. Alors, Matei nous suggère mine antipersonnelle quantique téléguidée. Alors, c'est un peu restrictif tout de même comme spécialité. C'est très précis, hein, ouais. Ouais, c'est très Moi, justement, précis. j'allais dire plutôt que nanodrone, est-ce que je peux pas mettre nanorobot? Puisqu'on peut estimer qu'un drone, c'est une sorte de robot, donc Oui, est-ce que alors, pour être plus on ne- on vaste dans uti- mes on uti- choix? on n'utilise pas le terme robot, Très d'accord. bien. Dans Imperium 5, pour plusieurs raisons que je vais vous dévoiler. Ce sont des tout petits secrets. L'administration générale interdit en fait une représentation humaine automatisée, mécanisée. D'accord. Donc la notion de robot telle qu'on peut la concevoir actuellement, en fait, est quelque chose d'interdit par l'administration générale. Et d'autre part, en fait, on va lui substituer un terme beaucoup plus générique, c'est un drone. Euh, et donc, bah, c'est ton drone, il va pouvoir manipuler des objets, il va pouvoir
porter des objets, il va pouvoir balancer des missiles, enfin il va pouvoir faire ce qu'il veut, donc grosso modo c'est un robot, mais la terminologie est importante. Très bien. Oui, voilà. Euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que en fait le meneur lui il a accès au secret et potentiellement bah, en fait au fur et à mesure des futures parties bah, il y aura un ajustement. Au départ tu auras marqué nanodrone, nanorobot et puis bah, en fait bah, potentiellement vous allez comprendre que bah, effectivement les robots sont pas bien vus entre guillemets du côté d'Imperium donc on va plutôt orienter ça et appeler ça redéfinir ça nanodrone. Mais au final c'est effectivement la même chose. Hein. Alors, Très bien. donc tu as 3 emplacements sur ta feuille de personnage pour mettre les spécialités. À la création de personnage, au moment de la toute première session 0, vous n'êtes pas obligé de mettre les spécialités. Il faut qu'à la fin de la session 0, ou des sessions 0, il faudra en fait avoir rempli au moins 2 spécialités. La troisième, en fait, c'est une possibilité d'évolution, d'innovation lors même des futures parties. Donc là, dans le cas de ton personnage, enfin dans le cas d'Aeryn plutôt, on avait déjà 2 spécialités, et pour l'instant, en fait, la troisième spécialité était mise de côté, libre aux joueurs qui allaient interpréter Aeryn d'inventer et d'introduire une nouvelle spécialité. D'accord. D'accord. C'est aussi une méthode d'évolution, c'est-à-dire que votre personnage va pouvoir évoluer et vous allez agrandir votre panel de compétences au fur et à mesure. Les familiarités qui sont en dessous, ce sont des familiarités, des hobbies, des compétences qui ne sont pas du tout liées à votre archétype. D'accord. Genre expert en cuisine, euh, maîtrise de l'automitrailleuse. D'accord. C'est un domaine de compétences assez restreint qui n'a rien à voir avec votre archétype. D'accord. Donc là, je te propose de réfléchir à remplacer arme légère par une compétence qui peut t'intéresser. D'accord. Les familiarités fonctionnent comment? En fait, si une familiarité rentre en compte, bah, automatiquement, elle va donner un dé supplémentaire. D'accord. Donc, tout le D'accord. bloc archétype donne un dé. Voilà, tout Ok. simplement. Est-ce que je Euh, peux imaginer du coup, plutôt que des armes légères, vu que je suis quelqu'un de subtil, d'avoir des petites armes de lancer type shuriken ou des choses comme ça, mais qui diffuseraient du poison une fois qu'elles toucheraient leur cible? alors, là, on est dans une espèce de compétence. Après, D'accord. effectivement, si tu veux que le projectile que tu vas lancer, euh, bah, t'aies des projectiles qui insufflent du poison, des projectiles qui insufflent autre chose, ce sera des variations purement Très technologiques. bien. Mais en soi, en fait, là, ça va être euh, arme légère, entre parenthèses, euh, objet de lancer, ou enfin, voilà. Ouais. Définir, en Projectiles ou fait, des choses comme ça. voilà, OK. c'est ça. D'accord. C'est véritablement une compétence, en fait, qu'on va définir ici. Après, la subtilité, bah, c'est à toi de l'enrichir derrière Très par bien. rapport aux équipements qui vont venir. Donc là, en fait, on a Bien. défini le bloc âme et archétype. Le binôme OK. âme et archétype. En dessous, on va descendre un peu. On arrive dans la section paradigme. Alors les paradigmes sont extrêmement simples. On va faire exactement la même manipulation, mais ça va être beaucoup plus simple. Voilà. En fait, les paradigmes, il y en a 4 qui sont imposés parce qu'on est dans Imperium 5. D'accord. Les paradigmes vont changer quand on sera dans Imperium 4, dans Imperium 3. D'accord. Les valeurs intrinsèques de l'univers seront totalement différentes. Donc dans Imperium 5, on met en avant l'humanité, donc connaissance de l'être vivant. C'est pas nécessairement l'empathie, c'est la connaissance de l'être vivant, ses points forts, ses faiblesses, ses mental, physique. Voilà, comment je peux agir sur un être vivant, son humanité. Le punk, donc c'est tous les côtés un peu punk, dans le sens où je vais faire des coups bas. Si j'essaye d'assassiner quelqu'un, bah, ce sera assez punk comme action.
Si je vole des choses, si j'essaye de corrompre quelqu'un, c'est du punk. D'accord. Le cyber, c'est dès que je touche à de la technologie, je peux utiliser cyber. Et le virtuel ne va concerner en fait que ce qu'on appelle l'onde et la virtualisation. Je suis dans un environnement virtualisé. On m'oblige à être dans ce monde virtualisé. À ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée, imaginez que vous êtes sous l'effet de certaines drogues et qu'en fait on vous fait croire que vous êtes en train de parler à votre meilleur ami, etc., etc., et potentiellement vous êtes en train de dévoiler des secrets, etc. Bah là, vous êtes dans un environnement virtualisé. Si vous êtes, je crois, dans Altered Carbon, la deuxième saison, je crois qu'à un moment donné, on manipule l'esprit quelqu'un, c'est de la virtualisation. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là, le paradigme virtuel va rentrer en compte. Pour répartir virtuel, c'est très simple. En fait, tu as une valeur à 5, une valeur à 4 et deux valeurs à 3. Et tu les répartis comme tu veux. Donc, je te propose de les répartir comme tu le souhaites. Et je vais, une bonne question, tiens. Je la sens pas très punk déjà. Je la sens plutôt, suivre les règles donc je mettrai un point en humanité, 2 points en cyber et un point en virtuel. J'ai le Ok. droit de faire comme ça. Bah, en fait, il faut que tu Ah oui, répartisses. OK, j'ai les D'accord. valeurs, j'ai les Ouais, valeurs. tu as les valeurs. Et en fait, Mmh. on vous donne les valeurs et vous les répartissez. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, très clairement, la création de personnages dans Imperium peut se faire très très vite. On peut Mmh. faire un one-shot très vite. Euh, Voilà. Et tout sera fait pour que bah, très rapidement, vous prenez un des archétypes de base, soldat, enquêteur, politicien, scientifique, artiste, et ensuite vous mettez les valeurs et puis vous pouvez commencer à jouer. Donc là, effectivement, tel que je le vois, tu es quelqu'un, donc, si je regarde la paire âme et la paire paradigme en dessous, bah, je peux Mmh. analyser ton personnage. D'accord. D'accord. Je sais que ton personnage, il va essayer il va pouvoir plier la réalité quand il est dans le virtuel. C'est-à-dire que quand je te plongerai, moi, dans le virtuel, tu vas avoir certaines facilités. Donc je vais te décrire l'onde, je vais te décrire les environnements virtuels d'une autre façon qu'un autre personnage autour de la table. D'accord. Mmh. Ensuite, toi, tu vas pouvoir agir de façon extrêmement subtile, assez créative, vu les valeurs d'âme que tu as disposées. Par contre, dès qu'il va s'agir d'utiliser, de faire des coups bas un peu merdiques, etc., bah, c'est pas trop ton truc, d'accord. Mais tu le fais, puisque tu as tout de même une valeur à 3. Et au niveau humanité, tu mets plus en avant la, la relation humaine, la droiture, que la partie technologique. Et là, bon, en tant que meneur, et peut-être qu'autour de la table, les gens vont se poser une question. Tu as un archétype qui est plutôt orienté technologie, mais de toi-même, visiblement, c'est pas quelque chose, ton personnage, c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir en fait mettre en avant pour plier la réalité à sa volonté. Donc pourquoi pas, c'est des choix, d'accord. Euh, et ça peut être assez intéressant, d'accord. Donc euh, j'allais dire, il y a pas de mauvais choix, mais ça permet de construire un personnage plus complexe. Donc, à chaque fois que je fais une action, je lance les dés, j'obtiens mes résultats. Si certains de mes dés sont égaux ou inférieurs à 2, bah, c'est des unités narratives que je peux consommer. Je peux plier la réalité. Et pour plier la réalité, je prends la valeur d'un paradigme qui correspond à l'action que je suis en train de faire. Ça remplace la valeur du seuil et ça me permet d'améliorer mes succès. Euh, donc, au niveau de la mécanique, hein, ça, j'allais dire, ça s'arrête là et ça fonctionne parfaitement bien. Comme vous pouvez le voir, enfin comme tu peux le voir, excuse-moi, on a en fait des petites cases à cocher. À chaque fois qu'on plie la réalité à sa volonté, en fait, on peut le faire qu'une fois par aventure. Je viens, paf, je coche la case, je ne peux plus utiliser humanité.
D'accord? Donc il y a un OK. choix. Ce qui fait que la prochaine fois, quand je vais faire une action, il faudra que j'ai une gymnastique mentale où je vais devoir justifier en disant non, mais en fait, je le fais de façon avec un petit peu de technologie, etc. J'ai utilisé des super ordinateurs quantiques, donc je peux justifier d'utiliser cyber à la place d'humanité. D'accord? C'est à chaque joueur de déterminer en fait la manière dont il oriente sa description pour que le meneur lui dise effectivement tu peux utiliser cyber ou tu peux utiliser virtuel. Mais une fois que un paradigme est utilisé, on ne peut plus l'utiliser pour tout le reste de l'aventure. D'accord? Voilà. OK. Et à chaque fois, tu coches les cases, voilà, ça t'enferme un peu. Il y a évidemment un petit mécanisme qui va nous permettre de faire une pause et de régénérer un paradigme. D'accord. Donc la pause permet de régénérer automatiquement un paradigme. D'accord? On va rajouter un petit peu de subtilité. Ce bloc-là est en train d'être un tout petit peu retravaillé au niveau des règles, mais le principe est le suivant. C'est ta nature profonde. C'est qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui, quelle est ta manière véritablement de fonctionner, quels sont les mots et les verbes d'action que tu peux utiliser et qui vont en fait te permettre de te surpasser. D'accord? C'est ça en fait la nature profonde. Donc il va y avoir en fait une série de verbes d'action, euh, de verbes d'intention que tu vas pouvoir choisir et que tu vas mettre en fait dans les traits. Donc là, pour Eirine, on a comprendre, on a déduire, on a modifier. Donc dès que Eirine est en train de modifier un bout de code, potentiellement elle peut dire au meneur, bah en fait je suis en train de modifier un bout de code, donc je peux peut-être avoir un bonus de une réussite, d'un succès. D'accord. Ok? Cette mécanique-là, pour OK. l'instant, en fait, on est en train un petit peu de la retravailler, mais le principe restera le même. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va déterminer en fait une nature profonde, contemplateur, observateur. Il y en a 5. Pourquoi il y en a 5? Parce qu'en fait, il y a 5 archétypes principaux, donc il y a 5 natures profondes. Ça permet d'automatiser la création de personnages. Mais on peut aller au-delà de ces 5 en rajoutant des traits, en spécialisant les traits. Un peu comme l'archétype. Là, on a le nom de l'archétype, on a le nom de la nature profonde, et ensuite on a des spécialités, et là en fait on a les traits. Les traits sont les spécialités. Euh, donc, comment ça fonctionne? Si j'arrive à obtenir avec mes jets de dés au moins une réussite, à ce moment-là, je peux justifier de l'utilisation de ma nature profonde. Si je n'ai obtenu aucun succès avec mes dés, je ne peux pas justifier de l'utilisation de ma nature profonde. Donc OK. pour obtenir le plus un succès de mes natures profondes, il faut que j'ai déjà au moins obtenu un succès avec mes dés. OK. Donc les Ça me va. natures profondes, les traits, bah, en fait on les fabrique. Donc par défaut, par défaut, t'en as pas à la création de ton personnage. Au fur et à mesure D'accord. de la Ça vient session par la 0, suite. exactement. En fait, c'est au moment où tu vas commencer à jouer, à ce moment-là, à la fin de chacune des petites sessions 0, le meneur en fait va essayer de définir le personnage et il va en discuter avec toi et la table peut en discuter aussi avec toi. Et il va te dire, ok, visiblement tu mets en avant ta perspicacité, ton analyse. Est-ce que tu veux utiliser comme trait analyser par exemple? Et donc là, tu vas le rajouter. Ou bien tu vas dire OK. non pour l'instant, je sais pas encore. Et tu poursuis la session 0. Et à chaque fois, en fait, le but c'est que à la fin de la session 0, tu aies rempli les cases euh, de traits qui seront ici. D'accord? OK. Donc par défaut, à la création du personnage, on n'en a pas besoin. Parce que tu sais pas encore exactement comment tu vas te positionner dans le monde d'Imperium. Tu vas le définir au fur et à mesure des petites sessions 0. Et automatiquement va se dégager une manière d'interpréter ton personnage. Et à partir de là, bah, tu vas dire, ok, bah, ce verbe d'action-là me plaît pas mal, ça correspond à ce que j'ai déjà fait, et il me correspond.
Donc je vais le marquer dans ma feuille de personnage. Et à la fin de la session 0, à ce moment-là, en fait, on va noter la nature profonde du personnage. Très bien. Voilà. Katana pose une question, y a-t-il autant de paradigmes que de numéros de l'Imperium dans lequel on joue? Oula, alors attends, y a-t-il autant de paradigmes que le numéro de... dans Imperium 1, tu auras 4 paradigmes imposés dans le monde et un paradigme personnel. Euh, Alors, il me pose la question de je trouve original d'avoir des verbes pour définir le personnage. Qu'en est-il des 7 verbes d'état? Alors, quels sont les verbes d'état? Voilà, si tu as le temps, définis-les-moi. Je vais poursuivre avec la création de FreeMy. Et je répondrai à ta question après. Et vers d'état, c'est, paraître, sembler, devenir, je crois que c'est des trucs comme ça, en Ah, fait. ok, d'accord. Excuse-moi, mon niveau de français remonte à. C'est ça d'être. Tu vois, je peux utiliser mon âge pour justifier que ah bah ça, je les ai appris pendant que j'étais comment on appelle ça, en primaire. Et ça remonte à très très longtemps. Et niveau Euh, collège, je crois, mais ah, c'est pas grave. ça change pas grand-chose. Non, non, c'est juste que je suis nul. Alors, on... en fait, les verbes sont pas exhaustifs, ceux qui sont proposés dans Imperium. D'accord. Après, c'est au sein de chaque table de définir en fait si on complète ces verbes-là et si on les propose. Potentiellement, on peut jouer aussi là-dessus. C'est-à-dire que, euh, euh, imaginons qu'on mette par exemple être, devenir, paraître, etc. À ce moment-là, bah, tout simplement, on peut se dire, ok, chacun d'entre nous a le droit d'en prendre un et qui est exclusif. Il va rendre encore unique en fait son personnage. D'accord. En fait, c'est à vous de définir en fait la manière dont vous allez utiliser ces verbes. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous considérez que ça vous paraît logique dans votre partie de dire, bah, ok, moi je suis tel personnage et euh, je suis plutôt basé sur le côté social, etc., etc., bah, en fait, paraître peut être intéressant. D'accord. OK. Donc c'est véritablement à vous en fait de définir les verbes au final liés à chacune de vos tables. Nous, on va venir avec un corpus de verbes et on va vous dire, bah ok, si vous orientez Imperium vers un truc plutôt sombre, voilà, ça c'est un corpus de verbes. Si c'est plutôt pulp, si c'est plutôt comment dire très réaliste, etc. Voilà. Et donc c'est pareil, en fait, on aura un corpus de règles spécifiques à Imperium 4, voilà, avec évidemment des verbes communs, hein, puisque pas non plus réinventer la roue. Dans le cas des symbioses qui sont en dessous, en fait, c'est pas un verbe, c'est un élément fondateur de l'univers d'Imperium. Donc là, dans le cadre d'Aeryn, on avait mis l'onde. L'onde est un élément fondateur. Donc à chaque fois qu'elle interagit avec l'onde, elle peut justifier d'avoir un bonus de 1 d'un succès supplémentaire. Dans le cadre de ton personnage, ce que je peux te suggérer, c'est de mettre par exemple euh, nanotechnologie ou de mettre énergie, tu vois. Donc c'est OK. des éléments qui sont fondateurs, qui sont liés en fait, qui vont être un moteur, un boost pour toute la partie pouvoir, capacité quantique que ton personnage va avoir. Et c'est aussi en fait sa symbiose avec l'univers. D'accord. D'accord. Et c'est à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu demandes, tu proposes, le meneur a le dernier mot concernant les traits et les symbioses. D'accord. OK. Un des axes de réflexion, c'est de mettre en fait ce qu'on appelle des usages, un peu comme les paradigmes ici. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir l'utiliser par défaut une fois, et donc tu vas imposer ta volonté à la table. Et puis ensuite, c'est à la table ou au meneur de décider si tu as le droit de l'utiliser. Et en utilisant une pause, ça te permet de décocher des usages. Donc ça, c'est en test pour l'instant, mais
L'idée, D'accord. c'est que en fait, tu as les traits qui sont liés en fait à ton comportement, à la manière dont tu vois le monde et comment tu agis sur le monde. Et les symbioses, c'est ta symbiose avec certains éléments fondateurs technologiques, mystiques de l'univers d'Imperium 5. Donc là, on a OK. fini la création du personnage. D'accord. D'accord? En fait, on s'arrête là, tout simplement. Recycler, concevoir, innover du point de vue meneur, ça le fait. Alors ça, c'est Matei qui nous pose la question. Alors recycler, faudra que tu me le définisses. Si j'étais ton meneur, d'accord? Concevoir, innover, oui. Recycler, ça veut dire que tu es plus dans le bricolage. Donc effectivement, recycler, ça pourrait être un terme qui correspondrait peut-être à l'archétype bricolette, personnage de Freemae. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand elle prend un vieux drone pourri, qu'elle arrache des câbles d'une console et qu'elle commence à recycler l'ensemble, en fait, si on arrive à mettre dans la description de l'action qu'on est en train de mener le verbe d'action, bah, ça veut dire qu'il colle. Et à ce moment-là, on Alors, a un point, on a un succès supplémentaire. moi, plutôt que recycler, j'ai mis sauver. Parce que du coup, ça s'applique à beaucoup plus de choses. Alors, sauver, c'est un petit peu gros bill. Oh! Parce qu'en fait, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un verbe, si on le met et que la table l'accepte, il doit se comprendre et il doit pouvoir être utilisé dans n'importe quel sens. Bah, c'est D'accord? pour ça, sauver, je trouvais que c'était cool. Sauver, ça peut être cool. En fait, tant que la table l'accepte, ça pose aucun problème, en fait, au final. OK. D'accord? Euh, Moi, de temps en temps, je m'étais forcé. Les gens, en fait, partaient du principe que ils forçaient des portes. D'accord? Et puis je leur ai dit, bah ok, mais t'as peut-être envie de forcer quelqu'un à te dire quelque chose. D'accord? Le sens premier d'un mot, ok, ça marche, il est compris par tout le monde. Mais potentiellement derrière, c'est à vous d'innover et de bousculer un petit peu votre table. D'accord? Mais si la table est d'accord, bah, pas de problème. C'est ça qui est important. OK. Euh, donc là, tu as fait ton personnage pour une session zéro. D'accord? OK. Enfin, on reviendra un tout petit peu après. On a les ressources qui vont venir. Les ressources sont vides au moment de la session zéro, en général. Et comment marchent les ressources? On va zoomer un tout petit peu. On va remonter un peu. Voilà. On va zoomer. Alors, on va commencer par la valeur des équipements. D'accord? Dans un monde dans l'univers Imperium 3, qui est l'univers super-héros, euh, la colonne ressources équipements est beaucoup plus petite. Puisqu'elle a moins d'intérêt. Dans Imperium 5, elle a de l'intérêt. Dans Imperium 4, elle a de l'intérêt. Je prendrai le verbe gagner. Bravo Katana. Euh, Ce n'est pas bien de tricher. Mais effectivement, ça peut être, ça peut être intéressant. Il faut voir au niveau de chaque table comment les gens peuvent réagir par rapport au verbe gagner. Moi, j'ai Euh, fait pire, hein, j'ai mis créer, alors bon. ouais, voilà, c'est des verbes de facilité, mais pas. Mais j'allais dire pourquoi pas en fait. Le but c'est que les joueurs kiffent C'est et ça. introduisent le mot dans leur narration. Euh, donc au niveau des ressources, bah en fait vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple hein, la répartition des ressources. Je vais les extraire, je vais les mettre sur le Et côté, cinq comme quatre. ça. OK. Ouais. En fait, le premier niveau de ressources. Alors, quelles sont ces valeurs en fait il y a une petite chose que je dois vous donner. Euh, on va faire juste un tout petit point de règle, si ça te va, Freemae. Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, vous souhaitez résoudre une action, le joueur va déterminer la manière dont il veut se résoudre cette action, s'y prendre, l'intention. Il va lancer les dés, il va obtenir ce qu'on appelle des unités narratives. Alors on peut mettre plein de synonymes, ça peut être des succès, ça peut être des réussites, etc. Dans Imperium 5, c'est les unités narratives. En fait, c'est le temps de parole que vous avez. En fait.
Le meneur, au préalable, va dire, ok, l'objectif de la scène, c'est d'avoir des informations. Donc chaque unité narrative, ça va être une question que tu vas pouvoir me poser, ou ça va être une information que je vais te donner. D'accord? Si tu obtiens 2 unités narratives, tu peux me poser 2 questions, ou bien tu peux me poser une question, mais je vais te donner beaucoup plus d'informations. OK. Tu as obtenu 3 unités narratives, tu peux me poser 3 questions, ou bien une question importante et une question mineure, et moi je te donne une information importante et une information mineure. D'accord? Voilà. Ça, c'est la D'accord. mécanique de base d'Imer. De temps en temps, le meneur va vous dire l'objectif, ça va être de réduire les points de vie de l'opposition à 0. Donc j'utilise le terme opposition pour ne pas dire cible, parce que par exemple, je suis face à une porte, je veux passer la porte, eh bien je peux la crocheter, je peux la défoncer, je peux passer au travers. Je suis face à un système de cryptage et je veux le hacker, d'accord? Eh bien, il aura des points de vie. Cette opposition aura des points de vie, d'accord? Et ça, le meneur va l'annoncer au départ. Donc évidemment, l'exemple le plus simple, je suis face à un droïde, d'accord? Le droïde, il a des points de vie. Mon objectif est de défoncer le droïde. Donc si ses points de vie tombent à 0, je l'ai défoncé. Je suis face à un politicien. Il a des points de vie. Il a une cohésion sociale. Si je descends sa cohésion sociale à 0, j'ai réussi à l'influencer. D'accord? Donc, une scène peut avoir des objectifs liés aux informations, à des questionnements et entre guillemets à du roleplay, ou bien elle peut avoir besoin d'être quantifiée. Donc elle a des objectifs liés en fait à ce qu'on appelle de l'intensité. Donc si la scène a des points de vie ou a une opposition, à ce moment-là en fait il faut réduire l'opposition à 0. Si elle tombe à 0, à ce moment-là en fait on a gagné, on a obtenu une information, on a cassé la porte, on a cassé la gueule au robot, on a influencé le politicien, etc. D'accord? Donc c'est au moment où je suis en train de décrire en tant que meneur, je vais m'arrêter et je vais te dire, ok Frimae, là tu es en face d'un d'un androïde qui semble être extrêmement agressif, tu as ressenti en lui la possibilité en fait de le reprogrammer. Mais le firewall qui protège le moteur même de cet androïde semble être extrêmement solide. Potentiellement, ça pourrait te prendre un peu de temps. Il faudra que tu me génères des points d'intensité. Et là, on commence la OK, scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le nombre d'unités narratives que tu vas obtenir, faudra le convertir en points de dégâts. d'accord. D'accord? Donc, je pourrais te dire, il a 18 points de vie, ou je peux te dire, il semble hyper costaud. D'accord. C'est ma liberté de meneur de te dire ou non la valeur, d'accord? Mais je dois t'indiquer à un moment donné quel va être à peu près le niveau de difficulté. Et D'accord. on verra peut-être donc d'une part dans la partie qu'on va essayer d'organiser ensemble, ou peut-être dans un prochain live, comment en tant que meneur je transmets cette notion de difficulté au joueur sans nécessairement lui donner une valeur. Voilà. Donc, nos ressources, en fait, les valeurs des ressources, en fait, c'est les points d'intensité que tu génères. Chaque unité narrative peut débloquer une ressource. Si je débloque ma console portable haute connexion, je vais générer 6 points d'intensité. Donc grosso modo 6 points de dégâts. Si avec une deuxième unité narrative, je débloque mon interface neurale, je vais générer 5 points d'intensité. Si j'ai 2 unités narratives, je peux débloquer ma console et mon interface neurale, et je vais générer 11 points d'intensité. D'accord? Je vais prendre un exemple plus simple pour tout le monde. J'ai un équipement H à 2 mains et j'ai une capacité qui est force de géant. En face de moi, j'ai un gob, il a 7 points de vie. Une unité narrative, je lui inflige 6 points de dégâts.
si j'ai deux unités narratives, j'active ma hache et ma force de géant et je lui inflige 11 points de dégâts. Tombe à 0, j'ai explosé le gob. Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans le chat? N'hésitez pas si vous avez des questions. On mélange un peu mécanique, création de perso. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur en fait à quoi servent en fait les points d'intensité. D'accord? Petite précision Fremae, et c'est ça qui va être très important, c'est que je ne suis pas obligé, imaginons que tu décides d'avoir par exemple un, alors je sais plus comment on appelle, on écrit bazooka, bref, je l'écris comme ça. Imaginons, voilà, je décide d'avoir un bazooka. Les points d'intensité ne déterminent pas l'efficacité réelle, entre guillemets, logique d'une arme, c'est son importance que toi, en tant que personnage, tu lui donnes. Merci. Euh, Rien. pour toi, en fait, dans ton personnage, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui, en fait, au moment où tu vas être filmé par Spielberg, qu'est-ce qui va être une scène mémorable, importante, régulière, que tu vas utiliser, des objets que tu vas utiliser et qui vont être prépondérants. Ce qui fait que moi, spectateur, quand je vais sortir de ma salle, je vais me dire, le personnage de Fremae, franchement, il était génial. Il a sorti tel objet. C'est quoi? Pour toi, en fait, quel serait dans le cas de ton personnage, en fait, quel est l'objet le plus important dans ta narration? Parce que j'avais dit tout à l'heure, les petits shurikens empoisonnés. Ok, Pour moi, il en d'accord. faut, absolument. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un élément tout de même important. D'accord? Oui. Donc tu marques tes shurikens. D'accord? Euh, et donc, est-ce qu'ils sont suffisamment importants pour leur donner 6 points d'intensité? Ou est-ce qu'ils sont mineurs et tu leur donnes 3 points d'intensité? Je dirais 4. Je dirais ils sont ni mineurs, ni les trucs les plus importants. Ok, voilà. En fait, voilà tout simplement comment ça marche. Ça veut dire qu'en fait, pour toi, au moment où tu vas être filmé par Spielberg, le shuriken va Bien. avoir une valeur moyenne et il va être utilisé peut-être une ou deux fois dans le film. D'accord? Je suis Indiana Jones, je suis hyper roleplay comme gars. Et bah potentiellement, je vais mettre chapeau. D'accord? Et mon D'accord. chapeau, je vais lui mettre 5. En fait, on s'en fout que le OK. chapeau, entre guillemets, il soit fait de feutre et que bah, il va tuer personne. Mais juste parce qu'en fait, je vais décrire ma scène en disant je lui jette mon chapeau dans la gueule pour qu'il soit aveuglé et je me précipite sur lui pour le renverser dans le vide. Bah, comme j'inclus dans ma scène mon chapeau, je vais infliger au mec en face de moi 5 points de dégâts. D'accord? OK. C'est pour ça qu'il n'y aura pas dans Imperium 5, il n'y aura pas de liste d'équipements. Ça n'a aucun sens. Alors vous aurez accès à un magnifique catalogue purement commercial, comme si c'était la Redoute, avec des armes, des armures, avec les petites phrases d'accroche, les petites publicités, les améliorations technologiques, mais vous aurez aucune statistique. D'accord? Vous D'accord. aurez en fait un véritable catalogue, comme si j'étais un marchand d'armes et que j'essayais de vous vendre des armements extrêmement modernes, etc., etc. Voilà. Donc ça, vous aurez ça, donc ce sera extrêmement graphique, mais tu pourras prendre n'importe quelle arme. Euh, genre, je vais mettre canif, et dans mon canif, c'est extrêmement important pour moi, je vais lui mettre 6 points d'intensité. D'accord? C'est ça la mécanique. Et donc les équipements, en fait, vous allez les inventer au fur et à mesure des sessions 0. Le meneur, en fait, à chaque fois que vous allez utiliser un objet ou inventer un objet, il va vous dire est-ce que c'est un objet qui va disparaître à la fin de la scène ou est-ce que c'est un objet suffisamment important pour toi pour que tu le notes sur ta feuille de personnage. D'accord, OK. D'accord? Par défaut, tous les objets que tu vas mettre sur ta feuille de personnage, dans un premier temps, il va avoir 3 en valeur d'intensité. OK.
Et après, c'est toi qui décides, bah en fait, ok, il est important pour moi, je vais lui mettre 4. Puis un peu plus tard, on est toujours dans une session 0. En fait, il est pas si important que ça, en fait, je vais le virer, je vais en mettre un autre. À la fin de toutes les sessions 0, à ce moment-là, on fige le personnage. Mmh. Ça te laisse le temps de fabriquer ton personnage pendant les sessions 0. D'accord? C'est pour ça que dans Imperium 5, tu as une version genre one shot. Tu prends les archétypes qu'on te fournit, qui sont dans le livre de base, etc., etc. Et hop, tu crées ton personnage, tu fais ton one shot, ça se fait très vite. Ou bien tu construis avec l'ensemble de la table ton personnage au fur et à mesure de quelques petites sessions 0 qui te permettent de mieux comprendre l'univers d'Imperium 5 et de le construire et de l'équilibrer et de créer des tensions avec les autres personnages autour de la table. Voilà. Donc, Et c'est pour ça que en fait, la partie ressources équipement, en fait, on va la laisser vide. Mais déjà, toi, dans ta tête, tu te dis, ok, j'ai besoin de mes shurikens, peut-être que j'ai besoin d'une clé anglaise, j'ai peut-être des espèces de poches avec plein de gadgets, j'en sais rien, tu vois. mmh, Déjà, tout de suite, tu as peut-être des idées, tu vois, en tête. ouais, Et ça se fait lors de la création de l'archétype, d'accord? Donc c'est pour ça que l'archétype est très important. On passe à la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est les capacités. En fait, dans Imperium 5, les joueurs, enfin les personnages, ont des pouvoirs. Ces pouvoirs, ils sont de plusieurs types. Ils peuvent être quantiques, ils peuvent être liés à la nanotechnologie, qui est directement insufflée dans leurs organismes. Et dans de très rares cas, ça peut être lié à ce qu'on appelle du cyber. On rentrera dans le détail après. Euh, donc, à partir de là, bah, en fait, il faut inventer un pouvoir. Il faut lui donner un nom. Il faut donner un tout petit descriptif, suffisamment vague que les gens, toujours pareil, les gens autour de la table comprennent ce qu'il pourrait faire, d'accord? Mais qu'il soit suffisamment ouvert pour dire, bah ok, je vais à un moment donné, je vais inventer n'importe quoi. On verra bien si le meneur accepte et si la table accepte, d'accord? Euh, le but c'est de ne pas être extrêmement descriptif euh, parce qu'on va pas faire une liste de capacités. Chaque table va pouvoir inventer ses propres capacités. Évidemment, nous, on va venir et vous apporter en fait du contexte. On va vous apporter une multitude d'idées via des NPC, via des protagonistes, via des intelligences artificielles, via des androïdes. Ils auront tous des petites capacités, etc., etc. Et après, bah, tout de même, c'est tout de même à vous en fait d'inventer vos propres capacités. D'accord. On n'est pas d'accord. dans un monde de super-héros. Donc à chaque fois que je veux utiliser une capacité, c'est soit j'ai une unité narrative pour la débloquer, soit je suis obligé d'utiliser un point de karma. D'accord? Donc je ne peux pas utiliser un pouvoir juste parce que je suis Spider-Man et marcher sur les murs. Non. Je veux marcher sur les murs, je n'ai pas débloqué d'unité narrative, et ben ça me coûte un point de karma. Les capacités ou les pouvoirs sont extrêmement limités. C'est au niveau de la durée, c'est sur le moment, dans la scène, que ça fonctionne, ton pouvoir. Mmh. Ton pouvoir fonctionne sur toi ou sur une cible. D'accord? D'accord. Donc ton pouvoir, tu ne peux pas l'étendre à plusieurs cibles Au au et tu groupe, ne ouais. peux pas l'utiliser sur une très grande distance. Le seul moyen de faire ça, c'est de générer beaucoup d'unités narratives. Tu vas transformer tes unités narratives en j'affecte le garde et j'affecte les deux autres gardes à côté. Et tu grilles des unités narratives. D'accord? Euh, OK. c'est uniquement par ce biais-là que tu peux étendre ton pouvoir. Donc c'est très coûteux, parce que l'objectif n'est pas de rendre Imperium 5 comme c'est pas pas un jeu de super-héros. D'accord. OK. Dans le cadre de je me souviens plus, Imperium 3, je crois que c'est oui. C'est des super-héros. Et là, effectivement, en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu veux utiliser ton pouvoir, bah, tu n'utilises pas de points de karma, tu n'utilises pas d'unité narrative, et puis bah, tu vas
tu vas utiliser ta capacité. Tout Est-ce qu'il y simplement. a des pouvoirs interdits ou des choses qu'on n'a pas le droit de faire ou de choisir, par exemple? C'est la table qui choisit. OK, donc Si le me... si... Ouais, vas-y. on imagine que, je le fait de toucher quelqu'un pour le rassurer et qu'il gagne, je sais pas moi, il regagne un point de karma ou des choses comme ça, c'est la table qui choisit, c'est autorisé. Alors, il y a des règles, hein, d'accord? Les points de Oui? karma, on les gagne pas comme ça. Il y a des règles sur la manière dont on les gagne, d'accord? Mmh. Euh, euh, de plus, le pouvoir, en fait, a une intensité. Donc là, par exemple, interface neurale, il a 5 points d'intensité, d'accord? Donc il OK. ne peut agir que sur 5 points d'intensité. Prenons un exemple. Imaginons, je suis Calista. Si on regarde sur la feuille de personnage de Calista, elle a un pouvoir qui s'appelle phase. Elle a la capacité en fait de devenir un peu éthérée et de traverser les murs. D'accord? Elle a ce pouvoir-là, elle a 5 points d'intensité sur ce pouvoir-là. Je suis en train de décrire une action et Calista dit bah j'utilise mon pouvoir pour traverser la porte. D'accord? Euh, je sais que la porte n'a rien d'exceptionnel. Donc je lui dis bah ok, pas de problème, utilise un point de karma. Donc elle utilise un point de karma, elle traverse la porte. Maintenant imagine que la porte elle est renforcée par un champ de force et que la totalité, je pars du principe que la totalité porte plus champ de force, c'est égal à 6 points d'intensité. Calista, uniquement en utilisant un point de karma, ne pourra pas traverser cette porte-là. D'accord? Puisque sa capacité est à 5 points d'intensité, la porte et le champ de force sont à 6 points d'intensité. Donc il reste un point d'intensité qui vont m'empêcher de traverser la porte. Parce que D'accord. voilà. Donc je peux pas tout faire. En fait, c'est vraiment pas des super pouvoirs. D'accord? Imaginons j'ai un pouvoir qui permet de régénérer le plasma d'un individu. Donc pour lui redonner potentiellement des points de vie ou lui infliger des dégâts. J'ai un de mes camarades qui a perdu des points de cohésion. Eh bien effectivement, je vais pouvoir dire bah, j'utilise un point de karma pour faire récupérer 5 points de cohésion à un de mes camarades. D'accord. Ton personnage a perdu une rupture physique. Euh, je vais utiliser un point de pause. Et à ce moment-là, en fait, comme je te le disais, pour récupérer une rupture, il suffit en fait de faire du roleplay. Et à ce moment-là, tu vas te dire, bah, je vais utiliser ma capacité pour régénérer la structure physique du personnage de Freemae. D'accord? Et tu vas récupérer ta rupture physique. Mais j'ai tout de même gaspillé, enfin, ou grillé un point de pause. Marche. Donc n'hésitez pas sur le chat, et pareil si vous avez d'autres questions. En fait, on est véritablement au plus simple, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais marquer dans mon pouvoir que j'ai un pouvoir qui permet de paralyser les gens, paralysie, que en l'utilisant, je vais paralyser tout le monde. Mon paralysie, il génère 5 points d'intensité. Je l'utilise sur un protagoniste normal, effectivement, je vais le paralyser. Parce qu'un protagoniste normal a 3 points de vie, 3 points d'intensité. J'utilise sur un noble, évidemment, je vais pas réussir à le paralyser. Au mieux, je vais pouvoir décrire que le noble semble comme être un tout petit peu figé, puis au bout de quelques dixièmes de seconde, il semble se débattre et relâcher l'emprise que tu avais sur lui. D'accord? Mais tu ne l'as pas paralysé. Je sais pas si Très bien. c'est assez Oui, clair, oui. mais voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait tu n'as pas infligé tout de même 5 points de dégâts au noble. D'accord? Tu lui as fait tout de même perdre ses points de vie, mais ça n'a pas eu pour effet de le paralyser. Ça l'a affaibli, il a été plus stressé, il a gaspillé plus d'énergie, etc., etc. Ça ne l'a pas paralysé, mais dans tous les cas, il a perdu 5 points de vie, puisque tu as tout de même utilisé ta capacité. D'accord?
elle est tout de même quantifiée. L'utilisation d'une capacité est tout de même quantifiée. D'accord? Oui. On va passer à la dernière colonne, et ensuite, je pense qu'on aura fini la première partie. Il faudra prévoir une autre partie. Déjà 22h30. Il y a encore 8 personnes. On va faire un sondage avec toi. Donc la dernière colonne, en fait, c'est principalement du roleplay. Donc comme on a pu le D'accord. voir, dans Imperium, on n'a pas de caractéristiques. Donc on ne sait pas si la personne est forte, intelligente, agile, si elle a beaucoup de dext, si elle est précise. D'accord. Euh, Il y a deux raisons pour ça. Parce que d'une part, la mécanique, je le conçois pas comme ça. Je conçois en fait que dans le cadre d'Imperium, en fait, c'est l'intention de faire quelque chose qui va nous déterminer si on peut y réussir ou pas. Est-ce que je le fais de façon brutale? Est-ce que je le fais de façon dynamique, etc. Et puis d'autre part, en fait, la notion de corps est très volatile. Tu me dis, ok, je suis fort, mais potentiellement, tu vas te faire rebuild et tu vas devenir plutôt chétif. D'accord. Tu seras toujours aussi dynamique, tu auras toujours 5 en dynamisme, peu importe le corps que tu vas avoir, mais tu ne seras pas nécessairement forte. Là, c'est là où en fait où la notion est importante. C'est les singularités, d'accord. Et ces singularités peuvent changer au fur et à mesure de la vie du personnage. Si je décide de me faire rebuild et que j'en ai les moyens, les ressources, les opportunités, et je deviens une espèce de d'énorme gars avec des muscles à plus savoir quoi en faire, eh bien je vais mettre fort, d'accord. Oui. 4, 10 sessions plus tard, je me refais rebuild à nouveau, d'accord. Et on transforme mon plasma pour qu'il soit genre quasiment fluide, malléable, etc. À ce moment-là, je vais mettre agile. Ok. Ok. Donc la partie singularité, en fait, elle va évoluer selon ton. Et ce ne sont pas que des singularités physiques, ça peut être mental. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me fais reconstruire, quand j'utilise mon rebuild, eh bien, je subis en fait une transformation nanotechnologique extrêmement puissante, Prototech, qui va aussi peut-être recalibrer mes synapses, améliorer ma compréhension des choses, augmenter ma capacité de stockage, améliorer mon observation. D'accord? Donc ça peut être social, mental ou physique, les singularités. Donc par défaut, à la création du personnage, à la fin de la session 0, je peux en débloquer un. Ok. Et je vais leur donner comme valeur 4, 3, 3. Ok. Ok. Ensuite, contact finance, bah en fait, c'est des gens, des personnes, des organisations, des sectes qui peuvent te fournir des informations. C'est des gens qui, entre guillemets, ou des organisations qui ne peuvent pas te trahir. Donc, D'accord. c'est des gens de confiance. Ok. D'ailleurs, les objets qui sont dans la fiche de personnage ici, ceux-là, c'est ce qu'on Ok. appelle des équipements majeurs, des équipements importants. Et pareil, c'est-à-dire qu'en fait, tes shurikens, on ne pourra pas te les voler de façon définitive. Le chapeau d'Indiana Jones, il le ramasse toujours à un moment donné. Tu vois. C'est vrai. Donc tes shurikens, en fait, c'est une décision qui doit être prise entre toi et moi. Et d'une part, la valeur que tu as mis au niveau de tes shurikens, je dois te dire, bah ok, mais je te donne 4 points de karma. Et est-ce que tu acceptes, si je te donne tes 4 points de karma, est-ce que tu acceptes qu'on construise ensemble une scène dramatique où tu perds tes shurikens? Oh, Si tu me dis oui, tu gagnes 4 points de karma. Et là, ouais. en fait, on construit une petite histoire qui peut durer 5, 10 minutes, 15 minutes, une session entière. Oui, oui, comme le dit Katana, ça s'appelle de la corruption. C'est une des mécaniques du jeu dans Imperium 5. Et donc, à ce moment-là, bah, en fait, à la fin de cette petite scène dramatique,
on retire un équipement majeur. Mais si dès le départ tu me dis non, 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 je les ai, à ce moment-là, bah, je ne peux pas te les enlever. Donc, à ce même titre, tes singularités, c'est toi qui décides de les changer. Ou bien tu acceptes que que je te corrompe toi en tant que joueur. Là, on est vraiment dans du méta-jeu. Et OK. pareil, si je te dis, est-ce que ça te dit que le Chaos Network, il y a une histoire un peu bizarre, mais ils te trahissent. Oh! Et là, on construit ensemble une histoire où en fait le Chaos Network va trahir ton personnage et tu vas couper les ponts avec le Chaos Network et demander à toute l'entente de passer en mode ninja et vous allez détruire le Chaos Network. Voilà. Ah. D'accord. Et donc, bah, en fait, comme Chaos Network est à 4, et ben, je te donne 4 points de, 4 points de karma si tu acceptes ma corruption. Mais du coup, c'est permanent? C'est-à-dire que Non, ma jauge, au lieu d'être à 3. parce que Ah OK. t'as un emplacement vide. Ça veut dire quoi? Dès qu'il y a un emplacement vide, c'est une opportunité pour toi d'inventer quelque chose et de dire ce que je viens d'inventer, je voudrais que ça devienne permanent. OK. Donc Imaginons en tu gros, joues, tu nous laisses l'opportunité de changer. je vous laisse l'opportunité. Alors moi, ça me laisse l'opportunité de générer de la narration et de supprimer un élément chez vous. Alors pas parce que je suis méchant, mais parce que je trouve il y a un intérêt à le faire. Et ça vous permet à vous ça vous met vous dans la situation d'être obligé d'inventer quelque chose, d'accord, pour combler l'espace vide. Mais dans tous les cas, il y a une mécanique qui permet de vous-même de switcher des équipements, par exemple. Vous découvrez lors d'une aventure des secrets. Ces secrets parlent d'intelligence artificielle prototech qui arrive à s'insinuer en fait dans des, euh, dans des drones très particuliers. D'accord. Tu tombes sur un de ces drones et pendant l'aventure, tu sympathises avec lui. Et là, tu me regardes et tu me dis, bon bah, en fait, franchement, c'est hyper cool. Ça me permet un peu de changer un peu ma manière de jouer mon personnage, etc. Est-ce que ça te dit que je change, que j'élimine mes shurikens et que je prenne cet objet? Bah, tu le fais, d'accord? En fait, à chaque fois que vous débloquez des secrets du monde, vous avez l'opportunité de changer un élément de votre équipement ou de vos capacités ou de votre singularité ou de vos contacts. Plus vous découvrez de secrets du monde et plus en fait vous avez des unités de changement, des points de changement. Okay, et de temps en temps, moi je peux intervenir et effectivement te dire oh là là, bah, je vais te détruire tes shurikens. Et donc là, à ce moment-là, en fait, c'est une autre manière de faire évoluer ton personnage, mais entre guillemets, ce n'est pas toi qui initie ce changement. C'est le meneur qui rentre dans ta narration et qui change ton personnage. Donc c'est deux axes différents tout de même. OK. Mais c'est intéressant parce que du coup, le personnage, il est évolutif, il est pas figé, comme dans la plupart des jeux classiques finalement, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, j'allais dire, dans les jeux classiques, c'est uniquement à la table de décider en fait si les personnages sont évolutifs, hein. Enfin, j'invente rien. C'est pas, y a pas d'innovation. Ah mais On a moult fois. Je prends mon cas dans Donjons et Dragons ou dans plein d'autres jeux où les mecs m'ont dit ah ouais machin c'est génial et tout, mais par contre je trouve que 16 index, est-ce que je peux pas changer 16 index par le 18 de force, etc. Et hop, voilà, t'acceptes, tu le fais, tu racontes une petite histoire, il s'est fait maudire, etc., etc. Là en fait on le concrétise, d'accord, on l'applique, on explique comment ça fonctionne et on équilibre les choses tout simplement dans Imperium 5. OK. Enfin dans Imperium en général, pas que Imperium 5. Donc voilà, donc la partie ressources permet de générer des points d'intensité qui vont vous permettre, quand l'objectif de la scène est de réduire des points de vie ou des points d'opposition, de quantifier, de faire d'additionner
et de dire bah ok, j'ai réduit à 0, donc j'ai passé la difficulté, ou j'ai réduit de 15 points, il lui reste 15 points, bah ça veut dire que l'android il a encore 15 points de vie et il va pouvoir agir et vous fracasser la gueule. Voilà. Euh, donc là, en fait, on a fait le tour de la partie de la feuille de personnage principale. Donc est-ce que je me retourne vers toi, Frimae? Est-ce que tu arrives à imaginer un personnage et si je te fournis rapidement des guidelines dans un fichier PDF unique, est-ce que tu saurais, toi, genre refaire un personnage et potentiellement l'expliquer à quelqu'un autour de la table si tu masterises, enfin si Je tu mènes pense une que oui. partie. Voilà. Ok. Euh, et ça te paraît assez clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de points à acheter, il y a juste 2 ou 3 répartitions à faire. C'est ça. Ok. Non, ça me Donc, semble plutôt clair. En gros, tu as mis, je pense, les listes des points dans tel bloc, vous avez ces données-là, c'est-à-dire 2, 5, 3, 4, 3, 4, pour un personnage déséquilibré. Si vous voulez plutôt quelque chose d'équilibré, c'est les autres données. Non, pour moi, ça a l'air clair. ok, Vraiment. voilà. Donc dans la feuille de personnage, là, en fait, qu'on a, c'est on a essayé de synthétiser aussi le schéma de réflexion de comment je constitue mon pool de dés, comment je lance les dés, quelles sont les oppositions. Donc c'est pour ça que vous avez des flèches dans tous les sens. Voilà. Euh, potentiellement, en fait, la future feuille finale de personnage peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus synthétique, ce genre de choses. Moi, j'aime bien le look and feel qu'elle a, donc c'est pour ça qu'on l'a imprimé comme ça. Il y a un sens, ça permet aussi très simplement de la poser sur la table et de dire bah, vous composez vos dés avec le couple âme archétype, vous rajoutez un dé d'entropie, vous lancez les dés, donc là on montre avec le doigt que ça descend, le résultat des dés est comparé à la valeur qui se trouve ici, au seuil. Le seuil, on peut le surcharger en utilisant les paradigmes et on obtient nos succès. Et donc selon ce que le meneur nous a dit, c'est soit en fait un objectif de connaissance, de savoir et d'information, soit c'est un objectif d'opposition. Si c'est un objectif d'opposition, bah mes unités narratives vont me permettre de débloquer des ressources et donc générer des dégâts, pour être simple. Si c'est un objectif de savoir, de connaissance, de question, à ce moment-là, mes unités narratives, je les transforme en roleplay, en temps de jeu, en temps de narration et en question. Voilà. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que les règles vont être réécrites et diffusées gratuitement. La deuxième D'accord. partie de la feuille de personnage, alors, je sais pas, on va peut-être s'arrêter là, on va juste checker au niveau du chat. Si ça vous intéresse qu'on continue là ou ça peut être pour dimanche prochain. Et pareil, je me retourne vers toi, Frimae. Est-ce que voilà, ça te tente de poursuivre la création de ton personnage plus avant la semaine prochaine ou est-ce que tu veux qu'en fait on décrive un petit peu la deuxième partie de la feuille de personnage, la partie narrative? C'est comme le chat préfère. Moi, j'ai D'accord. pas d'obligation ni ce soir et la semaine prochaine, je peux me rendre disponible. Donc, Donc je me retourne vers le chat. Euh, actuellement, j'ai vos noms. Vous êtes il va 7. avoir un torticolis. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire en sorte qu'il se retourne. Alors, alors, je souhaite le bonjour à plein de gens, mais je ne connais pas tout le monde. Alors, et je ne sais pas si vous êtes des bots. Donc, par exemple, en fait, euh, Commander Root, je ne sais pas si tu es un bot ou si tu es un véritable. euh, si tu es un personnage qui m'écoute. Nous avons Lanare, nous avons Nintendo Switch XL. Et nous avons Wami. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Si vous souhaitez, on coupe ici, puis on se retrouve la prochaine fois. Ça ne pose aucun problème. Moi, Pour le oui, coup, je suis sûre que Wami n'est pas un bot. ouais, Je le c'est connais un nom, déjà. c'est un nom que j'ai déjà rencontré chez Geekpoa. Et d'ailleurs, nous avons un bot spécial programmé par Fletch qui s'appelle le Fletchbot, qui vient de répondre qu'il n'est pas un bot. C'est dingue. Il est incroyable. Franchement, alors, de là à ce que ce soit une intelligence artificielle. Fais attention, hein. Si t'es une intelligence artificielle, l'administration générale va pas va être un Hmm. petit peu voilà.
On va te Euh, lancer des nanorobots et tu vas passer un sale quart d'heure. exactement. Euh, je pense qu'on va clôturer ici, si ça ne vous dérange pas. Je vais faire deux ou trois petites annonces dans le cadre d'OBA Edition et d'Imperium 5. Abonnez-vous, bande, bande de non-bots. Exactement. Abonnez-vous chez Geekpoa. N'hésitez pas. Ils font de magnifiques émissions qui sont rediffusées très régulièrement tout le long de la semaine. Et il y a un live demain soir. Et il y a un questionnaire 21h sur sûrement. leur chaîne. Voilà. Et il y a un questionnaire sûrement. Euh, alors, dans le cas d'OBA, donc rien à voir avec Imperium, dans le cas d'OBA, en fait, il y a deux annonces principales. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré un éditeur de romans. Je l'ai rencontré samedi, on a discuté dans le froid. D'ailleurs, j'ai attrapé froid. Euh, et, et la discussion s'est plutôt bien passée. L'auteur, eux, était présente. Euh, L'autrice, ouais, enfin, bref. Euh, donc là, je vais commencer la rédaction d'un contrat pour avoir la licence du cycle de roman. Donc tant que c'est pas signé, je vais pas vous donner les informations du roman. C'est de la planète fantasy, pas de la planète fantasy, de la planète opéra. Donc c'est de la SF qui se déroule sur une planète, un peu comme Imperium, mais en beaucoup plus gai, hein. Dans Imperium, on est plutôt en mode sombre, déprimé, dépressif et violent. Là, c'est vraiment plus épique, plus lumineux. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. Et donc là, en fait, on a monté le projet avec Isabelle, avec ma femme. On a évalué les coûts. Voilà. Donc la fameux appel à hauteur concerne ce projet-là et un autre. Mais voilà. Donc on, on va voir comment ça va avancer. Logiquement, c'est à peu près goupillé financièrement. Euh, donc là, en fait, on n'a plus qu'à se mettre en mode production. Et évidemment, on ira voir Geekpoa pour un peu présenter le projet. L'objectif, c'est que d'ici juillet, août, on ait mais vraiment un petit, hein, quick starter. On n'est pas dans le mode Imperium 5 qui a fait un kit de démarrage de 200 pages, qui va présenter rapidement l'univers, les romans, l'idée de mécanique du jeu, quelques pré-tirés et une toute petite aventure. Euh, et puis, ce sera un financement participatif début 2023. Voilà. Donc, les illustratrices sont au courant. Donc, elles sont prêtes à s'investir dans le projet. Il y a quelques auteurs qui m'ont déjà contacté. Faut qu'on voit comment on travaille. Euh, L'autrice elle-même va participer au projet à différents niveaux. Donc ce n'est pas une rôliste, mais elle a envie de s'investir. Et ça, c'est vraiment très cool. Euh, et puis, bah, voilà, on a contacté des imprimeurs, donc on a les prix déjà. Alors, on n'a pas de ligne ouverte, hein, évidemment, parce qu'on est vraiment très loin du lancement du projet, mais voilà, on a déjà à peu près quantifié l'ensemble. Euh, ouais, on voit ça juste après, Katana. Ensuite, euh, on va lancer potentiellement deux financements participatifs. On va voir si on en lance un ou si on en lance deux. Il y en a un qui ne concerne pas du tout Imperium 5 et il y en a un qui va concerner Imperium 5. Donc celui qui ne concerne pas Imperium 5, c'est un tout petit jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, jeu de cartes. Les cartes, elles sont magnifiques. Il y a près plus de 50% des cartes qui ont déjà été dessinées par Fanny. C'est un jeu de cartes qui raconte une histoire
plutôt médiéval, assez classique, assez sombre. Donc les différents protagonistes qui sont dessinés sur les cartes sont déjà dessinés. Euh, donc le projet est plutôt bien avancé. Il y a une mécanique de jeu qu'on a commencé à tester. On a fait une petite pause, mais on va recommencer à la tester. L'objectif, c'est que la mécanique soit extrêmement simple et le nom de code du jeu, c'est le jeu de rôle debout. Voilà. Le principe, c'est je suis debout, je veux expliquer à quelqu'un très rapidement ce que c'est qu'un jeu de rôle, eh ben, je lui fais tirer une carte et on joue pendant 10-15 minutes. Et à la fin de la partie, je lui dis, bah tu vois, là, tu viens de jouer à un jeu de rôle. Voilà. Donc voilà la démarche commerciale. Donc non seulement en fait, ce sera un magnifique objet, un- donc il y aura 54 cartes par défaut. Euh, Elles seront magnifiquement illustrées. On a fait déjà des tirages pour voir à quoi ça ressemblait. Voilà, donc on peut déjà en parler. Et ce sera un financement que j'espère lancer au mois de mai. Euh, L'autre financement participatif, ça concernerait en fait la clôture, la fin, on va dire, de l'arc narratif qui est en train d'être développé autour du kit Ethereum, du kit Rebuild 0. Euh, je peux pas vous teaser beaucoup de choses. Euh, il y aura en fait une magnifique boîte euh, en carton solide qui permettra en fait de contenir non seulement le kit, livre plus premier scénario, plus dés, plus carte, plus plan, que vous avez peut-être déjà acquis ou que vous allez acquérir, et elle pourra contenir tous les autres scénarios, du scénario 1 jusqu'au scénario 9, euh, ainsi que les 12 planches de BD qu'on est en train de faire avec Geyser. Euh, donc ils seront en ex libris. Voilà. Et la boîte, en fait, on va appeler la boîte rouge. Euh, et je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus tard, un peu de teasing. Donc voilà, donc ça c'est pareil, vous pourrez déjà en parler. Donc potentiellement, c'est soit en fait on fera un financement participatif, soit on ne fera pas de financement participatif. Je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, cette boîte sortira. Je préférerais faire un financement participatif pour me permettre de fabriquer cette boîte réellement, parce que c'est un énorme coût, fabriquer la boîte, et de faire imprimer le fameux dernier scénario qui clôture. Ce serait un espèce d'arc narratif un peu à la MCU. Voilà. Rebuild Zero, en fait, on le conçoit comme ça. L'ensemble des scénarios vont être en fait des scénarios véritablement d'introduction à l'univers, avec une énorme ouverture vers le livre de base. Donc le 9e scénario va être un scénario avec cliffhanger, avec voilà, beaucoup de choses. Euh, euh, donc déjà, on va sortir le scénario 2, vous inquiétez pas. Il est en train d'être finalisé. Le scénario 2 ainsi que d'autres scénarios vont être divisés en deux parties. Mais bon, revenons à la boîte, à la fameuse boîte rouge. Donc voilà, donc je pense qu'on partira sur un financement participatif, mais je vous poserai d'abord la question à vous. Vous dire, est-ce que ça vous tente de participer euh, Voilà, je veux pas générer en fait d'usure de votre part tant qu'on n'a pas en fait lancé le livre de base. Mais ça me tenterait d'expérimenter en fait l'attrait à Imperium 5 et et connaître le fonctionnement en fait du financement participatif, l'analyser, voir le comportement, la réaction des gens, le financement, etc., etc. Et donc ça permet de financer d'une part la BD de Geyser, donc les 12 pages de BD de Geyser, de financer la boîte rouge, de financer le scénario avec l'ensemble des illustrations et voilà. Et donc, vous pourrez ranger tout ce que vous aurez acheté pour le Reborn 0. Tout pourra être rangé à l'intérieur de cette boîte rouge. Ce sera qu'une nombreuse participation des financements de JDR. Mais en fait, moi, mon but, c'est que ça a un sens, en fait. C'est-à-dire que si je lance un financement participatif, il faut que c'est un intérêt. Donc là, l'intérêt, c'est que la boîte rouge va vous permettre de tout ranger, va vous permettre aussi d'avoir une vision de ce qu'est
Rebuild 0. En fait, le produit en lui-même aura un véritable sens narratif. Euh, et, et puis voilà, là franchement, en fait, alors c'est Geyser qui fait l'illustration principale de la boîte rouge. Et pour l'instant, c'est décrayonné et moi je bave dessus. Donc je demanderais à Fletch, tu sais, de faire un espèce de teasing peut-être sur une toute petite partie. Euh, voilà, mais franchement, ça va déchirer grave. Voilà. En fait, le financement, c'est vraiment pour ça. Je me dis que cette boîte, elle peut être iconique dans l'histoire d'Imperium 5 et c'est des clins d'œil, c'est un clin d'œil très 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 amusant et qui parlera à pas mal de rôlistes. Euh, voilà. Donc, si vous connaissez pas le travail de Geyser, regardez le Père Noël un peu flashy qu'il m'a fait à Noël. Franchement, c'était pas mal. Enfin, j'espère qu'il m'écoute pas. Moi, je le trouve fantastique son Père Noël. Il y a les Valkyries, et puis il a fait des BD, il a fait Démoniste. Il y a la deuxième BD de Démoniste qui est sortie. Il l'a présenté chez Geekpoa. Voilà, donc il est vraiment extrêmement talentueux. Et là, je suis très chiant sur la fabrication de l'illustration de la boîte rouge. Mais vraiment très très chiant. Et je m'en excuse auprès de lui. Parce que j'ai une vision très très particulière. Et voilà. Euh, voilà, donc ça c'est pour la boîte rouge. Euh, et donc, j'en reviens en fait au scénario 2 qui va sortir. En fait, le scénario 2 euh, va être en deux livrets. Il y a un livret qu'on va appeler contexte et univers, et un livret scénario. Et on va essayer de faire ça pour tous les scénarios qui vont sortir. C'est-à-dire qu'en fait, le livret contexte et univers va vous apporter des informations, des secrets euh, concernant l'univers qui vont être utilisables dans les scénarios et qui vont vous permettre de créer vos propres scénarios, etc. Dans ces petits livrets, il y aura aussi des propositions de changement de règles. Le but, c'est que vous nous fassiez des retours. Si vous décidez de les appliquer, de les tester, bah, vous nous faites des retours. D'accord. Mais il n'y a aucune obligation à les utiliser, ces points de règle. Et donc, il fera à peu près une petite trentaine de pages. Le scénario fera à peu près une soixantaine de pages. Et c'est un scénario qu'on a testé. Vous pouvez le faire de façon linéaire. Il va durer à peu près 10 heures. Ou bien vous pouvez papillonner. Et à ce moment-là, on peut passer à une vingtaine d'heures ou 25 heures sans problème. Euh, Parce que on vous donne des billes pour. Et puis bah, si vous êtes suffisamment à l'aise, ça peut atteindre les 30 heures. Mais je pense que sans aucune difficulté, il peut atteindre les 15 et 20 heures de jeu. Ça c'est le scénario 2. Et donc les autres scénarios, bah, en fait, il y aura une partie contexte, si elle mérite un livret à part entière, et une partie scénario. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour des nouveautés et des... Il est 23h02. Je remercie Frimae de sa participation. Donc je lui donne rendez-vous la semaine prochaine pour construire, finaliser son personnage et construire la partie narrative de son personnage. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été présente et puis bah, je remercie toutes les personnes qui sont encore présents à une heure aussi tardive, 23 heures. Il est temps d'aller vous coucher, tout le monde, hein. Demain, il faut aller travailler. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Et on se retrouve peut-être demain chez Geekpoa. Bonne soirée tout le monde et merci. Hop, arrêt de l'enregistrement et arrêt du stream.